Ce qui était marrant, je crois que je te l'avais raconté, c'est le fait que j'ai pris mon poste 10 septembre 2011. Non, pas 2011, 2001. Le 10 septembre 2001. Et le 11 septembre, la veille du 11 septembre. Non, il fallait que je l'aie, et puis je me dis, c'est peut-être ma personnalité. Moi, je pars du principe qu'il ne faut pas se limiter. Et il faut être déterminé dans la vie, et puis faut pas, j'avais même la possibilité d'arrêter plus tôt. Je me souviens quand j'étais en licence, donc en 3e année, je travaillais entre les week-ends pour pouvoir payer mes études, payer une partie de mes charges. J'étais agent de sécurité. Donc, mais attendez, vous ne pouvez pas imaginer le choc que vous avez lorsque, en tant qu'Africain, vous retournez en Afrique. C'est-à-dire, vous pensez que vous êtes Africain, vous connaissez, et vous vous rendez compte que vous n'êtes plus comme avant. Donc, il faut une réadaptation. Oui. Il faut comprendre les codes. Il faut savoir comment le marché est. Et au bout d'un certain temps, bien sûr, une fois qu'on a compris, oui, boum, ça marche. Parce que c'est un continent où, lorsque vous avez un business, avec un business model qui est clair, et vous avez l'accompagnement qu'il faut, vous avez toutes les chances, en fait, de réussir. L'idée entrepreneuriale, c'est très bien, mais il est aussi important de savoir gérer une entreprise. Oui. Parce que l'un ne va pas sans l'autre, et il faut être formé, il faut être accompagné, et donc s'ils ont besoin. Si jamais tu as envie de rentrer un jour en Afrique pour lancer un projet, alors cette interview, elle est clairement pour toi. Parce qu'aujourd'hui, je vais à la rencontre d'Yves Ezui, qui est le directeur de Fort Management et qui est en plus l'un de mes mentors et qui va nous parler à cœur ouvert de son parcours. C'est quelqu'un de très simple finalement, qui nous explique comment est-ce qu'après son séjour en Afrique, il est venu en Europe pour des études, mais il a eu l'opportunité de faire une carrière assez brillante et le type de carrière que très peu d'entre nous finalement ont pu faire en Europe. Et pourtant, malgré toutes les portes et tout l'avenir qu'il pouvait avoir devant lui, il a décidé de retourner en Afrique. Pourquoi est-ce qu'il fait un tel choix? Ce qui est caractéristique avec Yves, c'est qu'il a en plus côtoyé les plus grands, entre guillemets, parce qu'il a été à Harvard Business School, école dans laquelle il s'est formé, école très prestigieuse. Il va nous dire pourquoi il y est allé, qu'est-ce que ça lui a apporté et pourquoi est-ce que tu pourrais toi aussi éventuellement y aller. Du moins, il t'explique ce que tu vas trouver dans cette école-là et qui, bien évidemment, peut être un réel accélérateur dans ta carrière. Dans tous les cas, c'est une interview très riche parce qu'il va te partager finalement des choses importantes sur la notion même du sens. Pourquoi est-ce qu'on fait les choses? Pourquoi est-ce que tu vis aujourd'hui? Et comment est-ce que tu peux trouver du sens et du challenge donc finalement dans ta vie? Et comment est-ce que l'Afrique est la destination vers laquelle tu peux et devrais aller? Il est bien évidemment sur le continent aujourd'hui. Il travaille là-bas au quotidien. Son entreprise est basée en France et en Côte d'Ivoire, mais il passe quand même pas mal de temps en Côte d'Ivoire. Et donc, il va nous expliquer comment est-ce que ça marche et surtout, pourquoi est-ce que tu devrais aller en Afrique très rapidement. Moi, j'ai beaucoup appris. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette interview avec lui et je pense que toi aussi, tu vas beaucoup apprendre. La bonne nouvelle, c'est que l'interview, on va la faire en 2 parties. Donc, celle-ci, c'est la première partie de l'interview. La deuxième partie, on va la faire à Abidjan, dans quelques jours, quand je vais y aller pour ma formation le 22 avril à Azalaïda. Si tu es en Côte d'Ivoire et que tu veux rencontrer Yves, je t'invite à venir parce qu'il sera avec nous pendant cette journée-là pour pouvoir partager avec toi aussi et répondre à tes questions sur place par rapport aux challenges que tu peux avoir sur le domaine entrepreneurial. Je ne t'en dis pas plus. Écoute l'interview et puis bien évidemment, comme d'habitude, partage-la à tous ceux et à toutes celles qui pensent peut-être à l'Afrique et qui n'osent pas franchir le pas. Parce que Yves nous a parlé de ça aussi, du fait que plusieurs personnes aujourd'hui hésitent peut-être, veulent rentrer en Afrique, mais ne sautent pas le pas. Et il nous explique pourquoi est-ce qu'elles devraient le faire très rapidement. Les opportunités sont nombreuses sur le continent. Et je suis bien heureux que ce soit un entrepreneur qui connaît bien la réalité européenne, qui aujourd'hui en Afrique puisse nous parler de son ressenti en ayant connaissance des barrières, des freins que l'on peut avoir dans la diaspora. Mais c'est aussi un message pour nos frères et sœurs qui vivent sur le continent à ouvrir les yeux en réalité sur ce qui les entoure, parce que ça c'est vraiment le drame qu'on peut se voir constater sur notre continent, c'est d'être entouré de richesses, de possibilités et de ne rêver que d'Occident. Alors qu'en Occident, je le dis tout le temps ici, il n'y a pas de paradis. Si on devait parler de paradis, c'est en Afrique qu'on devrait se le construire. Et Yves fait partie des gens justement qui aujourd'hui bâtissent, construisent leur propre histoire sur le continent et ont la générosité de nous inviter à faire de même. Donc reste jusqu'à la fin. Et si tu es nouveau ici, abonne-toi parce qu'ici on parle d'entrepreneuriat, d'investissement
Et on pousse les gens à se lancer en business en partageant des conseils, mais aussi en permettant à des gens comme Yves de nous partager leur parcours. Je ne t'en dis pas plus, allons rejoindre Yves. Bonjour Yves. Bonjour Philippe. Merci beaucoup d'avoir accepté de te prêter à l'exercice de l'interview. C'est moi qui te remercie. C'est gentil. Est-ce que tu peux juste te présenter d'abord pour ceux et celles qui ne te connaîtraient pas encore? Très bien, donc je m'appelle Yves Ezui, je suis le directeur général et le fondateur de For Management Consulting, qui est un cabinet de conseil, de formation et qui accompagne les PME, mais les grandes entreprises également, et les dirigeants en termes de recherche de performance et qui est basé à Paris avec une filiale à Abidjan. Je donnerai plus de détails bien sûr, tout au long. Bien sûr, on est là pour ça, on va parler de ton parcours. D'accord. Alors effectivement, toi tu as fait tes études ici. Oui. Tu as commencé ta carrière ici et puis à un moment donné tu es retourné en Afrique. Tout à fait. Ok. Est-ce que tu peux déjà donc juste nous parler un peu de ton parcours, peut-être académique, ensuite professionnel, tes premières expériences, parce que je veux que l'on voit en fait le parcours qui fait qu'aujourd'hui tu es l'homme. Non, on va faire de manière macro. On va pas commencer à la maternelle, mais je sais pour te connaître que tu as commencé tes études au pays et ensuite tu es venu poursuivre ton cycle supérieur en France. Oui. Et donc, à la suite de ce cycle-là, tu as commencé à travailler un peu comme beaucoup de personnes. Mais toi, dans ton histoire, quand même, il y a des éléments très importants dans ces phases-là et qui ont fait de toi l'homme que tu es, en fait, au final. Et donc, je voulais que tu nous parles un tout petit peu déjà, peut-être, de ta phase d'études. Qu'est-ce qui fait que tu quittes ton pays pour venir étudier en France? Très bien. Donc, je suis franco-togolais. Je suis né au Togo. Donc, j'ai fait... je dirais une série scientifique. Ensuite, j'ai continué sur la gestion. Donc, j'ai fait la fac de gestion à Lomé, qu'on appelle FASEG. Et ensuite, au bout de la licence, je me suis dit qu'il était important que je vienne en France pour continuer dans un cadre en fait, d'expertise comptable. Et donc, je suis arrivé en France. Donc, là, on parle de quelque chose d'il y a 22 ans. Et donc, j'ai continué dans ce cursus. Et à un moment donné, pour des raisons diverses et variées, j'ai arrêté. Et j'ai continué plutôt vers la science de gestion. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai eu une maîtrise. Après, j'ai fait un 2SS qu'on appelle aujourd'hui Master 2. Et en audit et contrôle de gestion. Et juste après, je me suis dit qu'il était important que je puisse acquérir un certain nombre d'expériences avant de retourner au pays. Et comme nous tous, on commence, on se dit 2 ans, 3 ans, et après, pour ma part, je me suis rendu compte que j'ai fait 22 ans, quoi. Waouh. Donc voilà. Avant de retourner. Avant de retourner. Donc 20 ans, disons 20 ans avant de retourner. Et juste après mes études, je dirais grâce à Dieu, j'ai trouvé du travail tout de suite. Est-ce que tu peux me parler un peu de cette phase-là? Je crois que c'est une phase très importante de ta vie, que tu m'as déjà raconté, qui m'avait beaucoup marqué. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, quand tu es en fin d'études? Disons que avant d'être en fin d'études, je travaillais à la Bibliothèque nationale de France en tant que bibliothécaire étudiant. Donc c'était ton job? Et c'était mon job, en quelque sorte. Et je me suis dit, il faudrait quand même que j'ai de l'expérience. Et je n'avais pas fait de stage, en quelque sorte. J'étais en 4e année de fac, de gestion. Et je passe dans le couloir un jour et je vois l'affiche recherche un gestionnaire budgétaire en interne. Bon, très bien. Donc, j'ai pris mon CV, j'ai écrit une lettre de motivation et je suis allé déposer, puisque c'était en interne.
Et je me souviens, c'était ma chef à l'époque disait, mais Yves, tu es quand même culotté parce que tu es étudiant, c'est un travail pour quelqu'un de 80%, donc il fallait passer 80% de son temps quand même en fait dans la semaine. C'était un contrat de 30 heures, je crois, au lieu de 35, donc pratiquement 4 jours par semaine. Et je lui ai dit, il n'y a pas de souci, je vais le faire. Il dit, bon, ok, bon, si tu as envie de le faire, tu as envie de prendre de l'expérience, fais-le, pourquoi pas. Et donc, j'ai été accepté. Et maintenant, je me suis dit, mes études, je fais comment? Et donc, l'idée, c'était j'allais en cours une fois dans la semaine, alors que normalement, c'était toute la semaine. Et qu'est-ce que je faisais? Donc, on parle de quelque chose d'il y a 20 ans, il n'y avait pas de MP3, tout ça. Donc, j'avais acheté un mini-enregistreur, en fait, que j'avais donné à mes amis, qui prenaient le cours pour moi, qui enregistraient. Et quand je sortais le soir du boulot, donc j'allais voir des amis, je prenais la copie, je photocopiais et je prenais la cassette que je rejouais et j'écoutais le cours comme ça et je refaisais mes cours comme ça. Donc j'avais acheté tous les livres dans toutes les matières et je refaisais en fait mes cours moi-même. Et pour les travaux dirigés, j'avais tout fait pour placer les travaux dirigés entre midi et 2. Donc, je partais du 13e pour aller à Nanterre, parce que j'étais à la fac de Nanterre, et pour aller faire mes TD, parce qu'au bout de 3 TD, au bout de 3 absences en TD, bon, c'était 0, en fait, vous êtes éliminé. Et je faisais ça, donc je faisais l'aller-retour et je revenais à 14h pour reprendre mon boulot. Donc, j'ai fait ça pendant 1 an. Et au bout d'un an, donc, j'ai eu la maîtrise à la première session. Et je me souviens, je disais à mes amis, bon, moi, je ferai tout, en fait, pour trouver du travail rapidement. J'aurai un CDI tout de suite. Et donc, j'avais des amis à l'époque, en fait, qui me disaient, mais attends, tu blagues. Bon, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai fini, j'ai trouvé du travail au bout d'un mois, une fois que j'ai eu la maîtrise, dans une entreprise qui est Hitachi aujourd'hui, qui s'appelle Hitachi Rail. Et ce qui était marrant, je crois que je te l'avais raconté, c'est le fait que j'ai pris mon poste 10 septembre 2011. Non, pas 2011, 2001. Le 10 septembre 2001. Et le 11 septembre, la veille du 11 septembre. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que j'avais la possibilité de continuer tout de suite et de faire un DESS, juste après la maîtrise. Et j'avais pris les formulaires. Et quelque chose m'avait dit, va travailler quand même. Et tu feras ça après. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et le 11 septembre, donc, les avions étant dans les tours, crise économique mondiale, toutes les portes étaient fermées. Mes amis, la plupart de mes amis qui n'ont pas eu cette opportunité d'aller travailler, qui voulaient justement faire le DESS, en fait, sont restés, certains, en fait, plusieurs années à la maison avant de trouver du travail. Bon, c'était juste pour dire, voilà, c'était une opportunité, je l'ai saisie. Et après, 1 an après, je me suis inscrit pour faire justement un Master 2 en audit et contrôle de gestion. Et après, mais en tant que salarié. Mais en tant que salarié. J'étais plus étudiant, j'étais salarié. Non, mais je pense que l'histoire, elle est exceptionnelle hein, du point de vue de l'engagement. Oui. Tu vois, moi, ça me rappelle, comme les Américains sont très forts dans le storytelling, ça me rappelle le film de Will Smith, À la recherche du bonheur. Oui. Tu as vu ce film? Oui, je ne sais pas si toi-même tu t'es reconnu dans le film. Oh, quand même. Ça serait vraiment, comment dire, non, je suis même pas à 10% du niveau de Will Smith. Non, je parle pas de la fin. Oui. Mais je parle du fait qu'à un moment donné, il va faire, je crois, 2 boulots en même temps. Oui. C'est ce côté-là de tenir 2 obligations qui semblent être impossibles. Parce qu'avoir un niveau bac plus 4, bac plus 5, avec le niveau d'exigence que ça demande, avec des cours tous les jours, et en parallèle avoir un vrai boulot dans lequel tu es là. Parce que là, tu peux pas tricher au boulot. Tu dois être là le matin, on te voit, parce qu'il y a la présence, on doit te voir. Oui. Et à midi, allez, tous les jours, enfin, quand tu avais tes TD, et le soir, avoir la discipline d'aller chercher tes cours. Parce qu'en fait, le truc que beaucoup de gens pourraient se dire, en réalité, c'est j'ai un boulot, je reste tranquille. Ou du moins, même si je n'ai pas cette année, j'aurai l'année d'après, ou X, Y, Z. Mais toi, tu ne t'es pas dit ça, tu t'es dit qu'il fallait que je l'ai à tout prix. Non, il fallait que je l'aie, et puis je me dis, c'est peut-être ma personnalité. Moi, je pars du principe qu'il ne faut pas se limiter. Et il faut être déterminé dans la vie. Et puis,
J'avais même la possibilité d'arrêter plus tôt. Je me souviens quand j'étais en licence, donc en 3e année, je travaillais entre les week-ends pour pouvoir payer mes études, payer une partie de mes charges. J'étais agent de sécurité, donc dans les magasins. Ah oui. Et pourtant, je disais à l'époque, c'est-à-dire célibataire, seul, jeune, 20aine d'années, je gagnais bien ma vie, quoi, en quelque sorte, c'est-à-dire. Oui, bien sûr, pour le contexte. Pour le contexte, justement. Et puis, je me souviens que j'avais des collègues qui avaient arrêté leurs études, parce que pour eux, 1500 €, c'était bon, quoi. Oui, il y a 20 ans, oui. Il y a 20 ans, quoi. Donc, c'était bon pour eux. Mais moi, je me disais, mais non, parce que j'ai envie de continuer mes études et je me suis dit, je ne vais pas m'arrêter en 3e année. Et il fallait que j'aille un peu plus parce que je crois fermement dans la connaissance. Plus vous avez de connaissances, plus vous êtes libre et plus il y a les portes en fait qui s'ouvrent devant vous. Et moi, c'est le cas, je peux raconter énormément d'anecdotes là-dessus. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, pour moi, il était hors de question d'arrêter en maîtrise et de me dire, bon, c'est OK, c'est bon, j'ai trouvé un travail. Et en plus, quand je travaillais à la Bibliothèque nationale de France, à un moment donné, on m'a proposé d'être fonctionnaire. J'avais la possibilité de passer le concours et avec l'aide de mes directeurs, ils m'ont dit, bon, voilà, si tu veux, on va appuyer ton dossier. Et puis, une bonne recommandation, pas appuyer, c'était pas juste, comment dire, je dis pas qu'ils étaient en train de m'ouvrir des portes, hein, mais c'est juste que par recommandation, et le fait de passer le concours, ça comptait. J'aurais pu, en fait, devenir fonctionnaire. Mais j'ai dit non. Parce que, pour moi, il était hors de question à mon âge de me dire j'ai un boulot pépère et puis... de prendre la voie du garage. C'était pas important. Donc, je suis allé dans le privé. Très bien. Et tu as une belle carrière. Tu travailles chez l'entreprise qui est devenue Hitachi aujourd'hui. Et ensuite, tu décides de quitter cette entreprise-là pour un autre challenge un peu plus grand, parce que tu intègres pour le coup à ce moment-là Alstom. Et comment se passe ton aventure chez Alstom? Toi, tu débarques, parce qu'Alstom, tu étais plutôt dans le côté transport, je pense. Oui. C'est ça. Tu débarques dans une nouvelle entreprise, une grosse boîte multinationale. Tu es un jeune cadre d'origine africaine. Déjà, je veux que tu nous parles un peu de cette phase-là dans ce genre d'entreprise. Qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté? Et puis surtout, il y a un élément très important, c'est que au sortir de là, tu vas basculer pour devenir entrepreneur. Donc, qu'est-ce qui fait cette bascule-là déjà? Est-ce que c'est parce que tu ne te sentais pas bien chez Alstom? Tu ne progressais pas ou Non, pas du tout. Mais avant d'arriver chez Alstom, j'ai fait Hitachi. J'ai fait quand même 7 ans chez Hitachi. Et j'ai été, à un moment donné, directeur financier adjoint à Londres, chez Hitachi, et où je gérais un projet entre la France et l'Angleterre. J'étais partagé entre l'Angleterre et la France. Je gérais en fait les deux pôles, les deux pôles en fait d'un projet ERTMS à l'époque. Et donc, déjà à ce niveau-là, je dirais que devant moi, j'avais une carrière qui était bien tracée. Mais à un moment donné, je voulais plus. Plus, pas pour dire j'ai fait ça ou ça, mais je me disais qu'il était important pour moi d'aller connaître d'autres entreprises. Parce que ma première entreprise, c'était Hitachi, j'y ai fait 7 ans. 7 ans, je suis rentré en tant qu'analyste financier et j'ai fini en tant que responsable financier, donc comme je disais, entre la France et l'Angleterre. Et je me suis dit, j'avais à peine 30 ans à l'époque, et je me suis dit, il était important d'aller connaître également d'autres entreprises. Donc j'ai fait le saut vers Alstom qui faisait, je disais, 10 fois mon entreprise. C'était Alstom, quand moi je suis rentré, c'était 85 000 personnes dans 80 pays. Donc j'ai quitté une entreprise de 600 personnes pour rentrer dans une multinationale dans 80 pays. Et c'était quelque chose de fabuleux, parce que j'arrive en tant que responsable financier et très rapidement, en 6 mois, c'est ça aussi l'histoire, en 6 mois, je suis devenu responsable de département. Donc en gérant 12 entreprises, 12 projets plutôt, dans une dizaine de pays. Donc, et chapeautant des personnes dans plusieurs pays. Donc c'était quelque chose d'extraordinaire, surtout pour quelqu'un qui venait d'arriver, parce que c'était une promotion au bout de 6 mois.
Et ensuite, ça a évolué. J'ai fait 5 ans à cette position. Après, je suis devenu responsable d'audit à voir les centaines de projets en fait, d'Alstom, à être au siège dans une équipe qui auditait tous les projets d'Alstom de par le monde. Donc, c'est une expérience extraordinaire. Et arrivé à ce niveau-là, je savais que ma carrière était tracée. Je pouvais facilement rester. La preuve, la plupart de mes collègues en fait, qui sont restés aujourd'hui sont à un certain niveau. Mais pour moi, je savais qu'à un moment donné, il fallait que je redonne à l'Afrique tout ce que j'ai reçu. Et que je puisse apporter quelque chose de nouveau, que je puisse impacter. Et ce qui s'est passé, pour répondre à ta question directement, ce qui s'est passé précisément, c'est le fait que je me suis dit, ici, je suis un numéro. Il fallait vraiment que j'aille quelque part où je vais apporter vraiment. Ce que je vais apporter aura une valeur. Un impact. Un impact. Oui. Ça ne veut pas dire qu'on n'apporte pas en Europe ou qu'on n'apporte pas en France. Mais je me suis rendu compte que, bon, les Yves en France, en Europe, t'en as des millions, quoi. Voilà. En revanche, avec toute la modestie nécessaire, mais je sais qu'aujourd'hui, j'apporte ma petite pierre à la croissance ou au développement en fait, de l'Afrique parce que mes clients me le disent. Ils sont contents de voir ce que je fais et ça fait plaisir de voir qu'on apporte quelque chose, on contribue. Et c'est ça qui me manquait. Il me manquait le sens à un moment donné. Il me manquait vraiment le sens et j'avais envie de retrouver ce sens-là et je dirais, je l'ai retrouvé à un moment donné. Je me suis dit, bon, il fallait que j'apporte à l'Afrique. Voilà. Alors, mais, ok, là je pense que tu nous en as parlé, effectivement, mais de manière pratique, concrètement, comment est-ce que tu décides de procéder pour rentrer en Afrique? Alors, je précise juste que cette interview, on va la faire en 2 parties. D'accord. La première, on l'a fait là maintenant à Paris. La deuxième, ce sera à Abidjan, donc dans à peu près 2-3 semaines, quand je viendrai à Abidjan, parce que tu es basé à Abidjan. Et aujourd'hui, je veux vraiment qu'on parle de ton parcours en Europe. Et quand on sera à Abidjan, on va parler de ton parcours en Afrique. Très bien. De ce que tu as appris là-bas depuis que tu es revenu, de comment ton entreprise fonctionne, des réalités. Voilà. D'accord. Des réalités du terrain, ainsi de suite, par rapport à ce que tu t'imaginais. Mais aujourd'hui, je veux d'abord que tu nous parles de la phase de ton parcours et puis de la phase décisionnelle. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, malgré tout ce que tu nous décris là, qui pourtant est enviable, et comme tu le reconnais, c'était quand même... c'est exceptionnel que tu aies pu vivre ces choses-là, parce que ce n'est pas non plus donné à tout le monde. Mais tu décides qu'à un moment donné de te dire, OK, je peux avoir plus d'impact ailleurs. Alors, de manière concrète, donc, tu te dis, OK, l'Afrique. Mais tu ne vis plus en Afrique depuis quelques années. J'ai fait 20 ans en France. Voilà. Ouais. Comment tu procèdes pour préparer ton retour? Comment je procède? C'est que j'ai commencé déjà, en fait, pas y aller plus souvent. Oui. D'accord. Et puis, voir dans quoi je serais vraiment utile. Et j'ai fait le tour, j'ai regardé l'immobilier, j'ai regardé pas mal de choses. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que un des problèmes de l'Afrique, ce n'est pas le potentiel. Parce que le potentiel, lorsque tu viens de plus en plus, tu vas voir que l'Afrique a énormément de potentiel. Et il y a énormément de personnes qui sont très intelligents, qui sont brillants, qui ont énormément de potentiel. Mais je me suis dit, j'ai analysé, je me suis dit, mais quand on compare les différentes cultures, prenons les Asiatiques, par exemple, je vais commencer par là, on se rend compte que ce n'est pas qu'ils sont plus intelligents que nous. Quand je dis plus que nous, que les Africains sont très intelligents. Mais qu'est-ce qui fait que les Asiatiques arrivent à émerger, ils font des choses en fait qui marchent, même quand je reviens au niveau de l'Europe. Quand tu analyses bien, tu vas te rendre compte que c'est une question de méthodologie. C'est la méthodologie qui manque souvent aux Africains. Ce n'est pas l'intelligence, parce que les Africains sont très intelligents. Il y a des hommes brillants, des gens, ainsi de suite. Mais c'est souvent la méthodologie qui manque. Et en discutant avec les gens, surtout avec les managers, les directeurs que je suis allé voir, les directeurs généraux, et quand on discute, au final, on arrive à la même conclusion. C'est Yves, est-ce que tu pourras nous apporter ça? Et quand on analyse, on se rend compte qu'ils cherchent de la méthodologie.
C'est que la connaissance, ils l'ont, les éléments, ils l'ont. Et c'est ça qui m'a poussé justement à créer For Management. Je me suis dit, il faudrait que je puisse les accompagner de A à Z, quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit le projet, que je puisse les aider dans leur stratégie, que je puisse les former s'il le faut en termes de techniques de gestion, en management, en leadership, et que je sois là au niveau opérationnel avec mon équipe pour pouvoir mettre en place les process quand il le faut, et que je sois là également pour pouvoir les coacher, pour leur dire non, sur le plan international, il y a ça qui est fait, peut-être en faisant comme ça sera encore mieux, mais ça ne veut pas dire que ce qu'on fait en Afrique n'est pas bien, je ne suis pas en train de dire ça. Mais le fait, je pense que ce que For Management apporte aujourd'hui, c'est le fait d'avoir travaillé dans plusieurs pays, parce que par l'expérience d'Alstom et de Hitachi, j'ai travaillé dans une quinzaine de pays, que ce soit pour des missions courtes ou longues. Et ça m'a permis de voir énormément de process, de méthodologies. Et c'est ça aujourd'hui que je leur donne. Je leur dis, mais vous attendez, vous voyez, on peut faire ça différemment et arriver à un résultat en fait meilleur. Et je pense que c'est ça qui m'a poussé. Je me suis dit, j'ai énormément reçu. J'ai vraiment énormément reçu et je pense que il fallait que je redonne. Pour moi, quand je dis énormément reçu, en termes de connaissances, en termes de pratique, et je me suis dit, c'est là où il fallait que je redonne. J'ai trouvé ma place à ce niveau-là. Et après, pour finir, je pense qu'il est très important, et c'est la question que je me suis posée, je pense qu'à un moment donné, il faut se connaître. Il faut chercher à se connaître parce qu'on n'arrête jamais de se connaître. Il faut chercher à se connaître et se dire, mais au fait, quelle est ma mission ? Je suis là pourquoi ? Parce que je pense qu'en essayant de répondre à cette question, on trouve sa voie. Et ce sont des questions que je me suis posées et je me suis dit, moi, ma raison, c'est d'aider les gens, c'est de les conseiller. Tu ne peux pas imaginer, Philippe, la joie que j'ai lorsque un de mes clients me dit « Mais attends, Yves, tu nous as apporté ça, ça marche. » Ou « Je suis content de ce que tu as fait parce que je vois un changement dans mon entreprise. » Ça vaut plus que le chèque en fait qu'il me donne après. Bien sûr, il va payer pour ça. Mais le plus important pour moi, c'est de voir que j'apporte quelque chose qui marche. Donc, se poser la question pourquoi je suis là et je pense qu'on trouve sa voie. Et puis, un autre élément qui est très intéressant avec ton parcours, c'est que tu es allé faire un MBA à Harvard. Et je sais d'ailleurs que tu m'as beaucoup aidé là-dessus parce qu'à un moment donné, je voulais aller faire un MBA à Harvard. Et tu m'as bien posé la question de, OK, mais pourquoi tu vas aller à Harvard ? Et cette simple question, en y réfléchissant, on en a parlé, je me suis rendu compte que ce n'est pas ce qu'il me fallait à moi. Clairement, pour mon business, pour ce que je voulais faire, ce n'était pas le truc dont j'avais besoin, du moins pas à ce stade-là. D'accord. Mais toi, qui y est allé, pourquoi tu es allé à Harvard ? Et puis, qu'est-ce que ça t'a apporté d'aller faire un MBA à Harvard ? Et puis pourquoi tu le fais d'ailleurs, autre élément, pourquoi tu le fais à ce moment bien précis, c'est-à-dire pourquoi tu le fais après avoir lancé ta boîte et pas avant ? Bonne question. Les trajectoires auraient pu être différentes aussi. Oui, bonne question. Déjà pour dire, d'autres personnes qui ont fait Harvard, je me souviens parce que j'ai un ami qui est un grand frère qui m'a poussé parce qu'il a fait Harvard et qui me disait « Mais Yves, je te vois bien là-dedans, ce serait bien en fait que tu le fasses. » Et souvent, il me disait, et je l'ai compris après, il me dit, en fait, Harvard ne te donne pas un diplôme. Harvard te donne un mindset. Et aujourd'hui, je peux dire, c'est exactement ça. Disons que j'ai fait Harvard parce que je cherchais un mindset. Et aujourd'hui, je l'ai. C'est-à-dire, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Quand j'en parle, en fait, je suis tout le temps ému parce que c'est une université qui te transforme, qui te permet de voir les choses différemment. Et je voulais le faire parce que je me suis dit, quand tu deviens entrepreneur, quand tu apportes aux autres, il est important que tu sois étoffé. Il est important que tu aies des pratiques, que tu aies des connaissances, que tu aies des choses en fait vraiment pratiques qui te permettent des expériences, bien sûr, qui te permettent de redonner, tu vois, de les aider. Et je me suis dit, il fallait que je fasse quelque chose qui, moi, m'aide, bien sûr, au niveau entrepreneurial, mais puisse me permettre d'étoffer
le package que je donne à mes clients en termes de service. Et Harvard a totalement répondu à cette question parce que j'ai appris énormément de choses. C'était plus orienté sur stratégie, leadership et puis finance. Et donc, j'ai énormément appris sur des cas. Donc, c'était un programme, en fait, qui a duré 6 mois, qui était une synthèse, en fait, du MBA, en fait, long, qui est destiné aux entrepreneurs, aux cadres et DG de par le monde. Donc, j'avais besoin de ça parce que j'ai du mal à bien expliquer, en fait, ce que je veux dire, mais je pense que la citation de Alvin Toffler, en fait, l'explique bien, qui dit que les analphabètes du XXIe siècle ne seront pas ceux qui ne savent pas lire ni écrire, mais ce seront ceux qui ne savent pas apprendre, réapprendre et désapprendre. Donc, pour moi, il fallait que je puisse compléter les 15 ans d'expérience que j'avais avant de créer For Management, pas d'autres expériences, c'est-à-dire me frotter à d'autres personnes, c'est le cas, parce que quand vous faites Harvard, vous retrouvez avec 60 nationalités différentes, des gens qui sont de par le monde. Aujourd'hui, on continue en fait par s'écrire et vous rentrez dans une famille. Voilà. Donc, c'était pour moi quelque chose d'important d'aller apprendre autre chose. Et même au niveau entrepreneurial, j'ai remarqué qu'une fois que j'ai fait Harvard, c'est comme si il y a des portes en fait qui se sont ouvertes, qui s'ouvraient même pas. Donc, et puis mon offre s'est étoffée. Je sais, disons, ça vous donne une certaine clairvoyance et puis une certaine également confiance sur vos capacités. Ça ne veut pas dire que vous êtes le plus intelligent du monde, non, pas du tout. Mais ça vous permet de voir les choses de manière globale. C'est exactement ça, en fait. Harvard vous permet de regarder les choses de manière globale et de ne pas tout de suite, en fait, courir sur un point donné, oui, mais de voir les tenants, les aboutissants. À chaque fois que vous voulez faire quelque chose, c'est ce que Harvard vous apprend. De voir les choses et de ne pas être binaire dans une approche. Éviter les solutions rapides. Éviter les solutions rapides, ouais, éviter les jugements, les préjugés. Il vous démontre à chaque fois qu'on vous apprend à ne pas juger, à ne pas tout de suite tirer en fait la conclusion, mais toujours voir les choses en fait dans leur globalité. Et je pense qu'en Afrique, pour pouvoir réussir, il faut voir les choses dans leur globalité. Il ne faut pas juste regarder les données statistiques et se dire oui, il y a ça, donc en Afrique ça ne marche pas, ou il y a plus de pauvreté en Afrique, donc ça ne marche pas. Non, il faut regarder les choses de manière relative. Et j'avais besoin de ça. Voilà, donc je l'ai fait et aujourd'hui j'en suis content. C'est une expérience unique dans une vie. Et bon, voilà, maintenant il faut savoir pourquoi on fait Harvard. On ne fait pas Harvard pour aller chercher un diplôme, puisque je l'ai fait après. Je ne l'ai pas fait au moment où j'étais employé. Je l'ai fait quand j'étais à mon compte déjà. Donc voilà, c'est ce que ça m'a apporté. Alors, juste avant de sortir de cet entretien, toi qui es en Afrique maintenant, oui, toi qui vois les réalités, oui, sur place, est-ce que tu conseillerais à d'autres personnes, jeunes, moins jeunes, qui nourrissent ce rêve? Parce qu'en réalité, je me rends compte que beaucoup d'Africains sont venus en Europe avec le désir de retourner un jour. Très peu l'ont fait. Et peut-être, aujourd'hui, t'écouter va peut-être être un déclic pour certaines personnes. En toute honnêteté, est-ce que tu recommandes aux personnes qui ont toujours eu ça dans leur cœur et qui, pour une raison ou pour une autre, hésitent, le confort ou les statistiques ou ce qu'ils entendent à la télévision, aujourd'hui, les découragent ou les freinent? Est-ce que tu recommandes vraiment à ces personnes-là de réellement considérer le choix de retourner en Afrique? Et si oui, pourquoi? Totalement. Ça, j'hésite pas, je dis oui tout de suite. Parce que, en fait, je parle de mon expérience personnelle, je ne vais pas tout donner puisqu'on en parlera après à Abidjan. Moi, j'ai été étonné de ce que j'ai vu en Afrique. Disons 2 ans avant d'aller m'installer, j'y allais souvent, c'est ce que je disais, et je regardais, je me disais, mais attends, on est en train de nous mentir là. Dans le sens où je voyais des choses, ça marche, les choses marchent. Bien sûr, encore une fois, il ne faut pas comparer les choses de manière absolue. Oui. Il faut toujours comparer les choses de manière relative. Il ne faut pas regarder en disant
Il y en a qui vivent moins de PIB, le PIB, ouais. moins de 2 euros par jour, ainsi de suite, tout ça. Mais attendez, tout le monde ne vit pas de la même manière. On n'a pas besoin nécessairement d'avoir 4 000 euros en fait, par mois pour vivre. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire qu'il faut nécessairement avoir, aller payer, sous-payer les gens en fait, là-bas. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais il faut regarder les choses de manière relative. Premièrement, je peux parler statistiques rapidement. La croissance au niveau de l'Europe, c'est à peu près en fait 1,3-1,4%. Ouais. La France, à peu près 1,3%. Quand on prend l'Afrique, on est en moyenne à 4%. Quand je prends la zone, l'Afrique de l'Ouest ou bien la zone UMOA, on est à plus de 6%, avec des pays comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria, qui avoisinent, qui frôlent les 9-10%. Après, on pourra me dire, OK, c'est pas inclusif, c'est pas comme, ainsi de suite, tout ça. Certes, d'accord, mais il y a quand même un potentiel, il y a quand même de la croissance, il y a des choses qui marchent, et je dirais, moi j'ai trouvé plus de millionnaires en Afrique en fait qu'en Europe. Bien sûr, ça ne veut pas dire que ça gomme toutes les pauvretés en fait qu'il y a. Mais il ne faut pas regarder les choses en disant... non. Je précise millionnaire, tu ne parles pas de millionnaire en francs CFA. Hein, parce que... non, je parle de millionnaires en euros, c'est-à-dire des milliardaires, quoi. Des milliardaires en francs CFA. Mais bien sûr, la vie ne s'arrête pas là. Ça ne veut pas dire que voilà, quand on est milliardaire, en fait, c'est fini, ainsi de suite, ou bien que ça gomme la pauvreté plutôt qu'il y a. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire ça. Mais il faut se dire que l'avenir du monde se joue en Afrique. Aujourd'hui, tout se joue en Afrique. Regardez, l'Europe est en fin de croissance. L'Occident, je dirais, en fait, est à bout de souffle. Aujourd'hui, le seul endroit, le seul continent qui est le focus de tout le monde, c'est l'Afrique. Maintenant, si les Africains, moi je dis ça souvent, si les Africains veulent que d'autres personnes aillent développer leur continent à leur place, ok, ça sera leur choix. Mais il faut en fait, je pense, être responsable de nos choix. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Donc, soit on décide d'être ici, d'être dans son confort, et de gagner en fait son salaire et puis d'être de se dire on est cadre, ainsi de suite, tout ça, et puis bon, on continue. C'est un choix. Je suis pas en train de juger. C'est un choix, d'accord. On reste là, mais on peut pas rester ici et tout le temps critiquant de l'autre côté en disant ouais, il y a rien qui marche, on veut faire ça, ainsi de suite, tout ça. À un moment donné, il faut y aller. Le seul moyen de pouvoir réussir un business en Afrique, moi je le dis souvent, il faut y aller. Il faut lancer des choses. Bien sûr, en étant ici, mais à un moment donné, pour que ça marche vraiment, il faut y aller, il faut y être. Parce que les codes sont différents, le marché est différent, tout marché est différent. C'est un peu comme si on disait, je vais en Chine, et puis du jour au lendemain, en fait, je veux que mon entreprise en fait, marche dans tous les sens. Je ne parle pas chinois, je ne connais pas les codes, je ne sais pas comment les gens font. L'Afrique, c'est pareil. On pense que, et ça, je vais finir avec ça, c'est que les Africains qui sont en Europe oublient qu'au bout d'un certain temps, ils ne sont plus africains, entre guillemets, c'est-à-dire en termes culturels. Ce n'est pas la couleur, je ne parle pas de la couleur, hein, parce que ce n'est pas la couleur qui définit seulement en fait, qu'on est africain. Écoute bien ce que je veux dire. Je ne suis pas en train de dire, c'est-à-dire on oublie qu'à un moment donné, on se dit, oui, je viens de ce pays-là, moi je prends mon cas. J'ai fait 20 ans en France avant de retourner. Et aujourd'hui, je dirais, je continue en fait, puisque j'ai ma société qui est en France, avec une filiale à Abidjan, donc je suis sur les deux continents. Mais attendez, vous ne pouvez pas imaginer le choc que vous avez lorsque, en tant qu'Africain, vous retournez en Afrique. C'est-à-dire, vous pensez que vous êtes Africain, vous connaissez, et vous vous rendez compte que vous n'êtes plus comme avant. C'est-à-dire, moi j'ai quitté... En fait, c'est ça. Vous n'êtes nous plus. qui avons changé. Oui, on a changé. C'est pas l'Afrique qui a changé. C'est nous qui avons changé. Oui. D'accord ? Moi, j'ai quitté le Togo à 20 ans. Je suis retourné à plus de 40 ans. À 40 ans, quoi. Donc, vous n'êtes plus pareil. Et on voit les choses, on se dit, mais attendez, je pensais que ça serait facile, ça serait plus facile. Donc, il faut une réadaptation. Oui. Il faut comprendre les codes.
il faut savoir comment le marché est. Et au bout d'un certain temps, bien sûr, une fois qu'on a compris, oui, boum, ça marche. Parce que c'est un continent où lorsque vous avez un business, avec un business model qui est clair, et vous avez l'accompagnement qu'il faut, vous avez toutes les chances en fait de réussir. Ce qui n'est pas le cas de l'Occident où vous êtes dans un système tellement normé, tellement contrôlé, tellement, je dirais, balisé, qu'à un moment donné, c'est vraiment difficile de pouvoir s'en sortir sur le continent européen ou américain parce que ils sont allés à un niveau très, très, très élevé du développement qui fait que vous bougez à gauche ou à droite, vous payez les impôts, quoi. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'en Afrique, on ne paie pas d'impôts. Bien sûr, on paie des impôts. Mais il y a un peu plus de flexibilité en termes d'entrepreneuriat. Bien sûr, j'encourage. Il faut payer les impôts parce que ce sont les impôts qui vont permettre aussi à l'Afrique en fait, de se développer. Je ne suis pas en train de dire le contraire. Mais vous avez quand même beaucoup plus de flexibilité. C'est pas pareil. Donc, pour moi, oui, encore une fois, il faut, pour moi, le seul continent où la diaspora, où les Africains pourraient plus se développer, c'est de l'autre côté. C'est en Afrique. D'accord, très bien. Écoute, Yves, on a parcouru un peu les sujets que je voulais aborder avec toi pendant ton séjour ici à Paris. Est-ce que tu as autre chose que tu veux rajouter ou un mot de la fin ? Un mot de la fin, je dirais que il est très important. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'entrepreneuriat. Ouais. On parle de lancer des business en Afrique. Et je dis souvent qu'il est très important aussi de savoir, de se faire accompagner. Et c'est ce qu'on fait, c'est ce que For Management fait, d'accompagner les entreprises parce que une chose est d'avoir l'idée et d'être bien formé par Philippe Simon sur les idées entrepreneuriales, c'est très bien. Mais il est aussi important de savoir gérer une entreprise. Oui. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et il faut être formé, il faut être accompagné. Et donc, s'ils ont besoin d'être accompagnés... Là, je profite de ce que tu le dis pour préciser qu'on est en train de travailler effectivement à ce que tu puisses compléter les formations que je fais en apportant de la gestion, des outils de gestion pour permettre aux uns et aux autres. On en reparlera davantage dans la vidéo qu'on fera à Abidjan. Comme ça, on aura peut-être un peu plus finalisé les choses. Mais effectivement, l'idée, c'est que tu puisses apporter aussi ce côté gestion pour permettre aux uns et aux autres d'être efficaces. Parce qu'une entreprise, je le constate moi aussi dans mes différentes activités, c'est une chose de lancer quelque chose. C'est même simple finalement de lancer. C'est autre chose de faire croître parce que la croissance, c'est la gestion. Et c'est dans la gestion qu'on perd finalement, ou on gagne en performance. Et ce sont des choses qui s'apprennent. Donc je suis bien heureux que tu aies voulu apporter ça en plus pour enrichir ceux qui me suivent. Et comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour suivre For Management si quelqu'un est intéressé pour savoir comment... Vous allez sur LinkedIn, vous tapez formanagementconsulting.net sur Internet. Donc vous tombez en fait sur la page. Sinon, sur Facebook, vous tapez For Management, FOR, Management tout collé. Vous tombez également sur nous. Il faut dire, c'est ça aussi que je voulais préciser, c'est qu'en 5 ans, on a formé 1500 DG et dirigeants. 1500 en Afrique de l'Ouest. On a formé 1500 et donc on est très suivi par pas mal d'entreprises. Et donc, bon, voilà quoi. Donc, en termes tu as parlé tout à l'heure de croissance. For Management intervient également dans le programme Elite, qui est un programme d'excellence qui a été mis en place par la BRVM, qui est la Bourse régionale des valeurs mobilières, par la Bourse de Londres et la Bourse de Casa, dont l'objectif est de permettre aux PME qui veulent rentrer en bourse de le faire. Et donc, c'est un programme qui les accompagne. Et j'interviens personnellement dans ce programme pour accompagner les entreprises sur 2 modules. Le premier module, c'est la stratégie de croissance, puisque tu en as parlé, c'est pour ça que je te dis. Et sur un deuxième module, sur l'organisation et la gouvernance. Juste, tu m'intrigues avec ça, mais la bourse, ça marche vraiment en Afrique ? Ça marche vraiment. Ça marche vraiment. Et je précise quelque chose, l'expérience de la BRVM est unique au monde. C'est la seule bourse au monde qui regroupe 8 pays. D'accord. C'est qui regroupe les 8 pays de l'UMOA.
Donc, c'est une bourse qui est connue internationalement, qui est même référencée au niveau Nasdaq. C'est pas, parce que très souvent, pas du jeu, oui. Non, c'est pas du jeu. C'est vraiment quelque chose de solide, avec une équipe solide, avec un DG qui est excellent, qui est brillant, qui est Monsieur Amenouvé, avec une équipe excellente. Donc, souvent, je me rends compte que la diaspora ne connaît pas les outils en fait qui existent. Je précise, je serai à Abidjan pour une formation le 22 à Zalaï, le 22 février. Oui. Je ne sais pas si tu seras à Abidjan à cette période-là. Normalement, je suis à Abidjan. Oui. Donc peut-être qu'on va te voir, tu vas faire un petit passage. Pour Avec les amis plaisir. ivoiriens, vous aurez l'opportunité, Avec je pense. Parce que la dernière fois, tu n'as pas pu, mais la fois d'avant, la toute première fois d'ailleurs. La toute première, oui. La toute première, tu étais avec nous et c'était très bien. Et j'ai bien vu ton côté perfectionniste. Enfin, comment je vais appeler ça le regard, gestion justement, dans lequel tu m'as fait clairement changer beaucoup de choses dans ma manière de faire des formations en voyant tout de suite ça, si tu le changes, ça permet à ton travail de passer à un autre niveau. Donc, merci beaucoup pour ça. Je t'en prie. Et tu fais partie des personnes qui suivent la chaîne et qui n'hésitent pas à me dire. J'aime bien investir au pays. Merci beaucoup. J'apprécie beaucoup le fait que tu m'aides à grandir aussi dans ce qu'on fait comme travail de ce côté-ci. Il faut donner ce qu'on a reçu. Tout à fait. Il faut redonner. Et donc, on se reverra à Abidjan et tu nous parleras maintenant plutôt de réalité. Parce qu'on parlera plus de... Je voulais qu'on parle davantage, on va le faire, de fonds management sur place, quand on sera à Abidjan, pour que tu nous parles localement de ce que tu fais là-bas, comment tu accompagnes les entreprises, les outils que tu mets en place, parce que tu as des outils que tu mets de gestion pour aider même les cadres à mieux gérer leur carrière. Donc, on en parlera dans cette interview-là. Et je dis ça pour que les gens attendent, en fait. Pour qu'ils attendent la deuxième interview. Ils en auront pour leur attente. Ils en auront pour leur attente. Et à ce moment-là, on fera un direct. Donc, puisque d'habitude, je fais une interview et un direct, mais on va le faire après la deuxième interview. D'accord. Comme ça, on aura un contenu un peu plus complet. Merci beaucoup, Yves. Merci, Philippe. De ta disponibilité et à très bientôt. Je t'en prie. C'est moi qui te remercie.